Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirmann, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Auf Wiedersehen. Olivier Singer, Sylvain Schirmann. Aujourd'hui, dans Il était une fois l'Europe, retour dans le salon Murat du Palais de l'Élysée, le 22 janvier 1963. Il est un peu plus de 15 heures lorsque Charles de Gaulle et Konrad Adenauer signent côte à côte un texte de quelques pages, mais qui va changer durablement les relations entre la France et l'Allemagne. Sylvain Schirmann, dans quel contexte ce traité est-il signé ? Aussi, derrière cette signature, y a-t-il une dimension personnelle entre ces deux hommes ? À quel point cela a-t-il compté ? Plusieurs éléments permettent de comprendre la signature du traité de l'Élysée. Le premier, l'échec des plans Fouché qui empêchent le projet gaullien d'Europe puissance. Le deuxième élément, c'est le refus du général de Gaulle opposé à la candidature britannique en 1963, ce qui fait qu'en fait, il va chercher dans l'alliance avec l'Allemagne le moyen de parvenir différemment à ses objectifs. L'entente entre les deux hommes, Adenauer et de Gaulle, est très bonne aussi. Tous les deux avaient une estime mutuelle et avaient une conscience d'être entrés dans l'histoire. Dès 1958, où ils se sont rencontrés pour la première fois, ils ont pu voir que leurs visions convergeaient. Chacun avait très rapidement compris quel était l'intérêt pour les deux États d'avoir un traité bilatéral de coopération exclusive. Et les deux avaient donc intérêt à signer un accord franco-allemand pour retrouver et de la souveraineté et de la puissance. Que prévoit ce traité ? Comment structure-t-il cette nouvelle coopération franco-allemande ? Et pourquoi à l'époque suscite-t-il autant de critiques, notamment du côté allemand ? Ce traité va organiser des rencontres régulières entre les responsables des deux États, au sommet, au niveau des ministères, au niveau des hauts fonctionnaires. Ce qui fait qu'en fait, va se mettre en place progressivement une forme d'intimité entre les dirigeants français et allemands. Ce traité va aussi ménager l'avenir, puisqu'on va créer une organisation internationale, l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui prévoit des échanges de jeunes pour permettre à ce processus de coopération franco-allemand de perdurer, de se poursuivre à travers les générations. Et donc, on a des conséquences très directes. On voit par exemple des vagues de jumelage au lendemain du traité. Mais surtout, la France et l'Allemagne s'installent comme primi inter pares au sein de la CE. C'est-à-dire que les deux États s'arrogent une forme de primauté sur leurs partenaires, puisqu'avant chaque grande décision communautaire, les deux États vont se consulter, je dirais quasiment à part. Alors ces perspectives inquiètent en Allemagne, car elles rompent avec cet équilibre des États au sein de la CE. Ces compromis entre tous les États membres. C'est par exemple le cas du SPD. Mais le parti d'Adenauer, la CDU, a également des inquiétudes, car on a peur d'un éventuel découplage avec les États-Unis que ce traité pourrait entraîner. Et donc, le Bundestag, au moment de sa ratification, vote un préambule qui explique que les obligations du traité, si celles-ci entraient en contradiction avec celles de l'Alliance Atlantique, ce sont les dernières obligations, celles de l'Alliance Atlantique, qui prévaudraient. Une hiérarchie pour les Allemands, les relations avec Washington sont prioritaires sur celles avec Paris. Et Sylvain Schirmann, plus de 60 ans après, quel regard portez-vous sur ce traité ? C'est d'abord une force symbolique. Après des décennies conflictuelles, les deux États continuent à voir l'avenir ensemble. Ensuite, c'est un traité qui a pour fonction de désamorcer les conflits d'intérêts franco-allemands, à avoir une meilleure connaissance de l'autre, de ses fonctionnements, de ses approches, qui crée des relations constantes et personnelles entre décideurs français et décideurs allemands. Pour l'Europe, il faut quand même dire un mot là-dessus, il fournit un moteur d'impulsion et de compromis pour la construction européenne. Mais on craint aussi, ça on peut le voir à partir des autres pays, cette entente qui pourrait étouffer d'autres États, si bien que le couple n'est réellement efficace que s'il s'ouvre en permanence aux autres. Donc avec le traité de l'Élysée, la France et l'Allemagne enterraient leur rivalité pour devenir un moteur de l'Europe. Un moteur qui va pourtant caler en 1965 lorsque De Gaulle entraîne l'Europe dans une confrontation institutionnelle majeure. Rendez-vous pour notre prochaine chronique, la crise de la chaise vide.
Il était une fois l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.